Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet et je suis pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble les difficultés scolaires ou d'une façon plus générale les apprentissages et la scolarité. Première question qui me vient, ma fille de 8 ans est en CE2. Elle ne veut plus aller à l'école et cela dure depuis le CP. Elle adore ce qu'elle fait en classe, mais le souci est sa relation avec les autres. Elle n'arrive pas à se faire des amis, que faire? Alors c'est effectivement une question importante. Peut-être que la première étape est de se rappeler à nous-mêmes parents, mais également à notre enfant, qu'on ne va pas à l'école uniquement pour apprendre les enseignements de base, les apprentissages fondamentaux. Bien sûr, on y va pour apprendre la lecture, le calcul, l'écriture, et puis plus tard les matières plus sophistiquées. Pour autant, on y va également pour apprendre à être élève, pour apprendre à grandir en société, pour apprendre finalement les règles de la vie sociale. Et donc ça va être important de lui rappeler effectivement qu'elle va aussi à l'école pour jouer, pour s'amuser, pour développer des habilités, des capacités qui ne sont pas que scolaires, qui ne sont pas que cognitives, j'ai envie de dire. Alors ça, c'est ce qui peut effectivement lui être proposé pour qu'elle ait une vision plus large de l'école. Ce qui peut être fait de façon plus concrète, c'est peut-être encourager le développement de ses relations amicales. Et pour cela, n'hésitez pas, par exemple, à lui proposer d'inviter une petite camarade ou un petit copain, éventuellement de fêter des anniversaires avec plusieurs enfants, et à la fois pas seulement, parce que je crois que régulièrement, il peut y avoir des activités qui favorisent les activités sociales. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à l'inscrire dans des activités périscolaires où elle aura davantage la possibilité d'exercer ou de développer des relations sociales sur le mode du jeu et pas que des apprentissages. Donc ne favorisez pas que, comme activité périscolaire, des activités individuelles, l'apprentissage d'un instrument de musique ou d'un sport individuel. Favorisez aussi tout ce qui va être en collectif. Une autre question vient de m'être posée. Est-ce que les difficultés scolaires sont liées à un manque de motivation chez l'enfant ? C'est une question très vague et à la fois fondamentale. Ce que l'on peut peut-être rappeler, c'est que la motivation procède plus d'une émotion, de l'envie de faire comme de l'envie d'apprendre. Mais effectivement, comme toutes les émotions, cette motivation va être sous l'effet de différents facteurs. Elle peut être stimulée comme elle peut être parasitée. Concernant les apprentissages, les choses vont évoluer différemment selon l'âge de l'enfant. Ce que l'on peut rappeler, c'est que la motivation chez les tout-petits peut être à la fois liée à des éléments internes, c'est-à-dire le besoin de découvrir des choses, et on rappellera par exemple que les apprentissages les plus difficiles, ceux qui demandent le plus d'efforts, sont faits lorsque l'enfant est le plus petit. Apprendre à parler sans professeur, demande effectivement beaucoup plus d'efforts, comme apprendre à marcher ou à courir, que plus tard apprendre effectivement les bases du calcul ou de la lecture avec un enseignant. Pour autant, l'enfant le fait parce qu'il est poussé par une envie de communiquer, par une envie d'apprendre, pour la marche ou la course, par l'envie de se rapprocher de l'aide qu'il aime bien. Donc la motivation, voilà, elle est avant tout interne. Plus tard à l'école, ce qui va motiver un jeune enfant, c'est de voir combien ses parents sont contents lorsqu'il rapporte des bonnes notes ou lorsqu'il développe de nouvelles capacités. Plus tard, à l'adolescence, effectivement, les facteurs de motivation seront un peu différents. Ils deviendront peut-être plus externes. Effectivement, rapporter une bonne note permet d'obtenir un avantage en retour, une sortie prolongée, un cadeau. Parallèlement à ça, il va y avoir les facteurs qui vont parasiter la motivation, et notamment, sans doute, le sentiment de devoir faire un effort qui n'est pas suffisamment récompensé. Et je crois qu'effectivement, dans les difficultés d'apprentissage, il peut y avoir effectivement des éléments de cet ordre-là, à savoir, je révise beaucoup, j'apprends beaucoup, et finalement, j'ai quand même des notes qui ne sont pas mirobolantes, ou je n'obtiens pas la reconnaissance de l'enseignant. Donc c'est là qu'il peut y avoir effectivement l'effet, l'action de la motivation dans les difficultés scolaires. Après, bien sûr, tout dépend du type de difficulté scolaire. C'est-à-dire que selon l'âge, la difficulté scolaire peut se centrer sur des troubles du comportement, une difficulté à entrer dans son rôle d'élève. Les difficultés scolaires peuvent être liées à des troubles instrumentaux. Il y a des enfants qui vont présenter ce qu'on appelle une dyslexie ou une
dysphasie qui vient entraver la facilité à apprendre, ou plutôt la capacité à apprendre, qui, rappelons-le, est une capacité naturelle de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant vient effectivement avec des capacités d'apprentissage qui, bien sûr, doivent être soutenues, développées, encouragées par l'enfant et par ses parents. Donc la motivation n'est pas le seul élément qui entre en jeu. Alors, une autre question. Mon fils de 13 ans connaît de grandes difficultés scolaires et quand nous essayons de l'aider, cela se passe mal. Est-ce que des cours du soir sont une solution? Alors, dans cette question, il y a deux éléments peut-être qu'on peut souligner. L'âge de l'enfant, 13 ans, où effectivement on approche, où on est déjà un peu en période d'adolescence, avec effectivement ce que ça peut favoriser dans les difficultés relationnelles. L'autre élément, ce sont bien sûr les difficultés scolaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant en échec scolaire ou qui se sent en échec scolaire peut être un enfant qui ne va pas forcément être très bien dans sa peau et qui va tour à tour peut-être, se sentir développer une mésestime de lui-même, se sentir un peu anxieux, angoissé face aux apprentissages et face aux résultats que l'on attend de lui. Et donc c'est vrai que si dans la relation, les parents focalisent tout sur ses apprentissages, sur la scolarité, nécessairement, ça peut mettre l'enfant en difficulté, mais aussi, bien sûr, les relations parentales en difficulté, enfin, enfant-parent en difficulté. D'où l'intérêt d'avoir recours à un tiers. Un tiers, ça peut être effectivement des cours particuliers, des cours du soir, ça peut être l'aide aux devoirs, selon les moyens qu'on a, ou le fait de laisser l'enfant plus longtemps à l'étude du soir pour qu'il puisse y faire ses devoirs plus ou moins soutenu par un enseignant. Ce que je conseille souvent, c'est le recours à un étudiant. D'abord parce que financièrement, c'est un peu moins onéreux qu'un professeur particulier. Et puis surtout, l'étudiant est finalement un peu l'individu intermédiaire entre l'adulte, représenté par le parent, et l'enfant. Souvent, les étudiants sont effectivement de jeunes adultes qui sortent parfois même à peine de l'adolescence. Et donc, peut se tisser entre l'étudiant et son élève et votre enfant une complicité ou en tout cas des éléments d'identification qui peuvent redonner à votre enfant l'envie d'apprendre ou l'envie en tout cas de ressembler effectivement au modèle que peut être l'étudiant. Et puis surtout, ça permet aux parents de se décharger de cette responsabilité d'enseignant, j'ai envie de dire, et de retrouver sa vraie fonction qui est celle d'être parent. Les parents n'ont pas fonction à être des enseignants ou à se substituer effectivement à des enseignants. Et donc l'idée, ça va être ensuite, de façon très concrète, de proposer peut-être d'autres temps avec votre adolescent, d'autres moments, des sorties, des jeux, du sport, quelque chose qui va permettre aussi de donner une autre dimension à la relation et par là même peut-être remotiver votre enfant à avoir de bonnes notes ou en tout cas à investir davantage ses apprentissages. Ma fille de 8 ans, donc c'est une autre question, ma fille de 8 ans est précoce et elle s'ennuie en classe. La maîtresse nous a déjà proposé de lui faire sauter une classe, mais ma fille a peur de ne pas être avec ses amis. Que recommandez-vous ? Ah, alors, dans un premier temps, et à la fois j'imagine que c'est le cas, ça peut être important d'établir effectivement s'il y a une précocité avérée ou si effectivement, ou sur quoi porte finalement le haut potentiel de cet enfant. Il y a parfois des enfants présentant un haut potentiel que l'on dira hétérogènes, c'est-à-dire avec des capacités cognitives, par exemple, très développées dans tout ce qui va être le champ verbal, l'expression, et qui va être plus en difficulté, effectivement, dans ce qui va être le visio-moteur ou le praxique, c'est-à-dire ce qui fait appel à l'écriture ou à des choses plus concrètes. Donc, finalement, faire passer une classe n'est pas toujours la solution adaptée. Bien sûr, se pose la question de rester avec son groupe d'âge et ses amis, ce que souligne l'enfant d'ailleurs, qui instinctivement, je pense, a compris aussi que ce qui va se jouer
c'est aussi la question de la maturité affective. C'est-à-dire que les enfants à haut potentiel peuvent être effectivement très performants, très pertinents sur le plan de la réflexion, de l'analyse, sur la vitesse de traitement des informations, le fonctionnement logique, et pour autant, sur le plan de la maturité affective, être soit dans leur tranche d'âge, soit parfois même un peu en deçà. Et les faire passer dans une classe où ils vont être avec des enfants plus matures sur le plan effectivement de la gestion des émotions, de la gestion des relations, ça peut effectivement les mettre en difficulté. Donc la première étape, c'est peut-être de proposer à l'enseignant, en accord avec lui, bien sûr, et avec l'enfant, s'il est possible, justement d'apporter à l'enfant des éléments qui vont l'intéresser, le stimuler davantage. C'est-à-dire que si l'enfant a fini ses devoirs ou ses exercices plus tôt, qu'il ait la possibilité, s'il le désire, de faire d'autres exercices ou de démarrer une autre leçon. L'idée étant effectivement d'apporter à l'enfant le matériel cognitif dont il a besoin pour se sentir justement suffisamment étayé, suffisamment stimulé. Si effectivement cela ne suffisait pas, le choix d'un double niveau peut être important. C'est-à-dire qu'effectivement, on favorise actuellement souvent dans les écoles la possibilité que certains élèves soient accueillis dans un double niveau, c'est-à-dire CM1, CM2, ce qui permettra à l'enfant à la fois de rester en partie dans son groupe d'âge et pour autant de bénéficier des enseignements dispensés aux enfants plus âgés. Quand je fais les devoirs avec ma fille de 6 ans, elle devient muette. Elle ne veut pas lire devant nous, elle ne veut pas répondre aux questions. Je crois qu'elle a peur de se tromper. Comment l'aider? La peur de se tromper, lorsque ça prend effectivement ces proportions-là, correspond à ce que nous appelons, dans notre jargon, l'angoisse ou l'anxiété de performance. Effectivement, il y a un certain nombre d'enfants qui ont tellement investi les apprentissages et l'intérêt d'apprendre, souvent en fonction de ce qu'ils ont interprété des attentes de leurs parents ou de l'enseignant, que ça devient difficile de se tromper. Et donc, plutôt que de se tromper, eh ben, on préfère ne rien dire. L'idée va être à ce moment-là, pour la rassurer, de relativiser l'importance des résultats. Ce que je dis souvent, et ce que je propose aux parents de répéter souvent, c'est qu'effectivement, on va à l'école pour apprendre. Et l'apprentissage passe aussi par le fait de ne pas réussir systématiquement. Et c'est souvent justement parce qu'on ne va pas réussir du premier coup qu'on va davantage retenir ce qu'il convient de faire ou de bien faire, comment apprendre, comment développer nos raisonnements, nos connaissances. Souvent, le fait de ne pas réussir de la première fois, d'essayer telle méthode, telle autre méthode est une façon d'apprendre. Donc je crois que c'est important de rassurer l'enfant en lui disant mais justement, ce que l'on attend de toi, c'est pas que tu aies systématiquement des bonnes notes, c'est pas que tu réussisses à chaque fois, c'est que tu t'entraînes, que tu t'amuses, que tu apprennes. C'est une première façon de faire les choses. Après, l'idée, ça peut être de lui proposer d'autres façons d'exprimer ses résultats. C'est vrai que si on n'insiste trop, l'enfant peut vivre ça effectivement comme une forme de harcèlement. Et donc, l'idée, ça peut être aussi de lui laisser du temps pour répondre. Après, l'idée, ça peut être aussi de rappeler que les apprentissages ont un caractère d'amusement. On peut aussi apprendre en s'amusant. Et dans ces cas-là, surtout qu'elle est à un âge où effectivement on est encore dans les apprentissages je dirais fondamentaux, d'associer jeu et apprentissage en faisant des jeux où justement elle va pouvoir mettre en évidence ce qu'elle a appris, mais d'une façon amusante, sans qu'on soit dans l'attente d'un résultat ou d'une performance. Une autre question, est-ce que les difficultés scolaires ne sont pas aggravées par le système punitif d'annotation? J'ai envie de dire que c'est presque une question politique, puisqu'effectivement, la question de noter et de comment noter les résultats scolaires se pose souvent avec selon les écoles des adaptations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on favorise plutôt des codes couleurs, permettant de dire, voilà,
bleu, on a réussi, vert, c'est en apprentissage, rouge, la notion n'est pas encore bien intégrée. De la même façon qu'effectivement, on va aussi modifier les appréciations, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'agira plus de dire 10 sur 10 ou 20 sur 20, mais de dire effectivement notion acquise, notion en cours d'apprentissage, notion pas encore développée. Pour autant, ce système de notation est un système ancien qui a quand même fait ses preuves. Je crois que ce qui va surtout être important, quel qu'il soit, c'est de bien rappeler à l'enfant et aux parents d'ailleurs, et s'ils ne le savent pas en tout cas de leur dire, que la note ne juge pas l'enfant. Ça, je crois que c'est fondamental, parce que le souci de la notation, c'est ça, c'est qu'elle porte un jugement de valeur. C'est excellent, c'est 10 sur 10, c'est moyen, ou c'est nul, 0 sur 20, 0 sur 10. Alors que l'idée, c'est de dire que ce qui va être évalué, et déjà de parler d'évaluation, c'est plus tout à fait la même chose, c'est effectivement ce qui a été produit. Et que cette évaluation va permettre de savoir si est-ce que les choses étaient bien apprises ou finalement pas apprises de la bonne façon. Est-ce qu'elles étaient bien apprises mais qu'au moment du contrôle, l'enfant a perdu ses moyens et donc n'a pas répondu exactement ce qu'on attendait de lui, ou éventuellement, effectivement, que l'exercice était d'un niveau trop compliqué par rapport à ce que l'enfant avait pu apprendre ou les exercices qu'il avait pu faire à la maison ou à l'école. Donc je crois que de dissocier les choses, c'est aussi quelque chose qui peut être rassurant et qui ne parasitera pas les apprentissages. Mais encore une fois, je crois que c'est important de dire que l'on va à l'école pour apprendre, non pas pour performer, pour utiliser un anglicisme. Mon fils de 6 ans est au CP. C'est un gentil garçon, heureux de vivre et qui s'intègre bien, mais il est tout le temps dans la lune. À l'école ou à la maison, nous devons toujours répéter. Il est dans ses pensées et n'écoute pas ce que dit le maître. Que dois-je faire ? La question n'est pas simple puisque je ne connais pas votre enfant, votre fils. Et que la première hypothèse qui me vient, c'est qu'effectivement, peut-être que c'est lié à sa nature. Chaque enfant est différent, avec des enfants effectivement qui vont être plus pragmatiques, plus attachés aux choses concrètes, quand d'autres vont être effectivement plus, entre guillemets, dans la lune, plus rêveurs. Il y a effectivement dans ces cas-là un peu à voir comment on peut adapter la méthode d'apprentissage ou s'adapter soi-même. Après, il peut y avoir d'autres facteurs plus spécifiques. Est-ce qu'effectivement cet enfant est dans la lune parce qu'il est en permanence préoccupé par un certain nombre de questions? Et c'est vrai que ça peut être important d'être à l'écoute des questions qu'il formule ou qu'il exprime sans les formuler, en fonction de ses dessins, en fonction des jeux qu'il fait. Est-ce qu'il y a effectivement des questionnements qui trottent dans sa tête et qui viennent parasiter la possibilité de se centrer sur ce qu'on lui demande d'apprendre ou ce qu'on lui demande de faire? Car cette question est l'occasion d'évoquer deux notions assez importantes que sont l'attention et la concentration. L'attention, c'est une fonction naturelle que nous avons, qui consiste effectivement à pouvoir capter les stimulations, les informations qui viennent de notre environnement. Et cette attention peut être sélective, lorsqu'effectivement on la centre sur un élément particulier. Elle peut être partagée lorsqu'on fait différentes tâches en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une partie de notre attention qui est portée sur la tâche qu'on est en train de faire et une autre portée sur une autre tâche. Et c'est vrai qu'à l'école, c'est important de pouvoir développer cette attention-là. Et puis, elle peut être effectivement plus volage lorsqu'effectivement l'enfant va se laisser solliciter par tous les facteurs qui peuvent l'entourer, et notamment à l'école, effectivement, les bruits des camarades, l'enseignant qui parle, ce qu'on lui demande de faire. Cette attention est différente de la concentration, qui est une capacité qui, elle, doit se développer et qui, elle, demande des efforts. Et peut-être qu'il y a effectivement chez votre fils cette notion d'effort à se concentrer qui est pour l'instant encore à développer. C'est-à-dire la possibilité de se centrer volontairement sur ce qu'on lui demande de faire ou sur ce qu'on attend de lui. Alors par rapport à ça, cette faculté à se concentrer est quelque chose qui peut bien sûr se développer. Là encore, j'ai envie d'encourager plutôt les aspects ou en tout cas les abords plus ludiques. Par exemple,
ce qui va aider à, par exemple, l'utilisation de jeux, mais de jeux qui permettent de centrer son attention. Je pense à des jeux comme le Mikado, où effectivement il faut être très vigilant à ce qu'on fait, pour ne pas faire bouger les autres petits bâtons de bois, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, ou des jeux, alors là je parle effectivement pour un enfant jeune, ou des jeux, vous savez, qui consistent à faire des empilements les plus hauts possibles sans que ça tombe, mais il peut aussi y avoir des jeux qui associent mémoire et attention, comme des Memory ou tous ces jeux-là. Chez les plus grands, c'est effectivement peut-être des jeux plus spécifiques, les dames, les échecs. Mon fils a 12 ans. Il n'aime pas étudier. Les cours ne l'intéressent pas et cela a commencé en CP. C'est un enfant unique. Il aime aller à l'école pour les copains. À l'entrée du collège, ses résultats scolaires ont empiré. Comment donner le goût d'apprendre à un enfant qui, alors je ne vois pas la fin de la question, qui ne pense qu'à s'amuser? Alors, ce n'est pas la première fois qu'on évoque des difficultés devenant plus manifestes au collège, alors qu'elles ont souvent démarré bien en amont, et notamment dès le CP. Alors, on peut rappeler que le collège est un passage compliqué, puisqu'effectivement, le mode d'apprentissage, le mode de fonctionnement des apprentissages varie, puisqu'on passe d'un enseignant à plusieurs enseignants, on passe d'une classe unique qui regroupe l'ensemble des élèves à des classes multiples d'où on se déplace. Donc ça peut effectivement être un facteur qui permet de comprendre que les notes aient chuté. Pour autant, il est très probable que très précocement, l'investissement des apprentissages ait effectivement été un peu parasité. Alors, j'entends que c'est un fils unique et qu'il a donc beaucoup privilégié la dimension sociale de l'école, ce que l'on peut comprendre, c'est-à-dire le besoin, n'ayant pas de frères ou sœurs à la maison, de développer des relations sociales, surtout à l'extérieur. Peut-être aussi que le caractère fils unique ait favorisé le fait qu'on ait été peut-être assez souple sur l'ensemble de ce que l'on attend d'un enfant. Peut-être également que les apprentissages en tant que tels n'ont pas été investis suffisamment dans leur dimension ludique, parce qu'effectivement, ce que vous précisez, c'est que c'est un enfant qui aime jouer. Or, je crois qu'il reste vraiment important de souligner, et je le dis aux parents parce que c'est probablement d'abord à eux d'en prendre conscience, il est vraiment important de comprendre qu'on va à l'école aussi pour s'amuser et que l'on apprend d'autant mieux en s'amusant que lorsqu'effectivement ce n'est vécu que comme des tâches, que comme du travail. Alors c'est vraiment mon credo et je le répète en permanence, rappelez-vous que l'on ne va pas à l'école pour travailler. Avec humour, je précise que le travail des enfants est interdit en France et en Europe et que généralement, lorsqu'on produit un travail, on reçoit en retour un salaire. Or, à l'école, je dirais la récompense, c'est justement ce que l'on a appris. C'est justement la bonne note qui vient gratifier la réussite, c'est le sourire des parents ou leur satisfaction. Donc, rappelons-le, on peut aussi s'amuser à apprendre. Alors, peut-être, et ça c'est une hypothèse, que les jeux qui ne reposent pas sur les apprentissages, comme les jeux vidéo, occupent aussi une place importante chez cet enfant, ce qui permettrait de comprendre que finalement, il n'ait pas eu le goût de développer la lecture, si effectivement il lit pas beaucoup chez lui, qu'il n'ait pas forcément eu envie de développer le goût des mathématiques, si effectivement chez lui, on ne joue pas à des jeux de société ensemble, des jeux où justement on met en pratique ce que l'on a appris. Et là, j'ai envie de vous dire, mais rappelez-vous de la nécessité de jouer ensemble, de jouer avec ses enfants, et les jeux de société sont vraiment un bon outil pour associer le plaisir et les apprentissages. Alors je ne vais pas citer des jeux, mais parce que sinon ce serait faire un peu de publicité, mais des jeux comme le Uno, comme les jeux de loi, comme les petits chevaux, qui sont des jeux que l'on peut faire à tout âge et dans lesquels même les adultes peuvent s'amuser, sont autant de jeux sur lesquels effectivement, qui reposent sur les apprentissages. Une question très technique. Comment gérer la dyslexie au collège ? Ce qui est
vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, la dyslexie est reconnue et qu'effectivement, les établissements scolaires ont aussi pour mission d'intégrer les enfants qui vont présenter des difficultés de tout ordre et notamment des difficultés concernant les troubles, ce qu'on appelle les troubles instrumentaux. Alors, d'une façon un peu concrète, comment gérer la dyslexie? Alors, bien évidemment, d'abord, c'est important de poser le diagnostic parce qu'effectivement, derrière le terme de dyslexie, peuvent se loger toutes sortes de difficultés, de troubles et également de handicaps qui peuvent vraiment freiner les apprentissages, alors que sur le plan cognitif, sur le plan intellectuel, sur le plan du fonctionnement psychique, l'enfant, évidemment, n'a pas de difficultés. Donc, poser le diagnostic. Pour cela, c'est un bilan chez un ou une orthophoniste, éventuellement associé à un bilan, généralement il a été fait antérieurement ORL pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème auditif, et éventuellement orthoptique pour s'assurer effectivement qu'il n'y a pas non plus de trouble de la vision, ophtalmo et orthoptique. À l'issue de ça, il est possible de solliciter une équipe éducative, qui peut se faire aussi au collège, bien sûr. C'est-à-dire qu'on propose à l'équipe des enseignants, avec les directeurs d'établissement et les parents, de se réunir pour établir ce qui s'appelle un PPRE, plan personnalisé de réussite éducative, ou éventuellement un PAI, puisqu'effectivement on est dans le cadre d'une difficulté de santé objective, PAI étant donc un plan d'aide individualisé. Dans le cas du PAI, ça passe par la MDPH, c'est-à-dire qu'on sollicite une instance spécifique qui s'appelle Maison départementale des situations ou des personnes handicapées. Alors, j'ouvre vite une parenthèse parce que lorsqu'on parle de MDPH, pour des parents qui n'y sont pas préparés, ça peut être un peu dur de se dire, de s'entendre dire ou d'entendre prononcer le mot handicap. Encore une fois, votre enfant n'est pas handicapé. Être porteur ou victime d'une dyslexie ne fait pas de vous, ne fait pas de votre enfant un enfant handicapé. En revanche, ça le place dans une situation qui peut être handicapante, puisqu'effectivement, ça va perturber ses apprentissages. D'où l'importance de solliciter cette maison départementale, cette MDPH, parce que c'est elle qui va effectivement ratifier, confirmer la nécessité d'adapter les apprentissages. Et ensuite, effectivement, sur place, en classe, il va être possible de mettre toute une série de programmes d'apprentissage, d'adaptation en fonction des nécessités de l'enfant. Ça peut être effectivement qu'il soit placé systématiquement au plus près du tableau. Ça peut être qu'on lui fournisse les cours soit sur clé USB, soit déjà dactylographiés et photocopiés. Ça peut être, parce qu'effectivement la dyslexie va se traduire, je ne l'ai pas précisé, mais peut se traduire en tout cas par des difficultés pour écrire, ou en tout cas dans la vitesse de rédaction. Donc c'est vrai qu'au collège, ça devient très compliqué puisqu'il faut apprendre à prendre des notes. Et donc ça peut être vraiment quelque chose de compliqué pour un enfant dyslexique. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir effectivement l'aider. Après, aujourd'hui, la MDPH peut aussi préconiser l'utilisation de l'outil informatique. C'est-à-dire que aidé à la fois par l'orthophonie, mais aussi par une prise en charge en ergothérapie. L'enfant apprend à écrire sur le clavier et effectivement va pouvoir par la suite prendre les cours directement sur son ordinateur. Voilà, donc il y a toute une série de mesures qui peuvent être mises en place et qui va permettre à l'enfant ou à l'adolescent de poursuivre une scolarité tout à fait ordinaire. Et c'est vraiment important parce qu'effectivement, j'ai de nombreux patients qui aujourd'hui ont passé le bac, sont à la faculté ou en tout cas poursuivent leur vie de jeune adulte. Mon fils est étudiant, mais il loupe énormément de cours et passe ses journées à jouer à des jeux vidéo. J'ai peur qu'il gâche son année, bien sûr, et devienne addict aux jeux vidéo. Mon mari l'a déjà confronté, mais ça ne change rien et les relations s'enveniment. Pouvez-vous m'aider? Alors, j'espère pouvoir vous aider. Plusieurs questions se posent. Alors déjà, la question de l'addiction aux jeux vidéo.
je vous rassure, alors bien que je ne connaisse pas votre fils, les addictions vraies aux jeux vidéo sont quand même peu fréquentes. Entre un enfant ou un adolescent qui effectivement est passionné de jeu, il joue énormément et même trop, et un adolescent vraiment addict aux jeux vidéo, il y a souvent des nuances que l'on va pouvoir observer. C'est-à-dire qu'un enfant qui a vraiment une addiction aux jeux vidéo, d'abord, déjà dans son comportement, va être très intolérant à la frustration, c'est-à-dire que s'il échoue, ça peut provoquer des crises, parfois même violentes. On a vu des enfants exploser, enfin, à coups de poing l'écran de leur ordinateur, ou dernièrement, j'ai un enfant qui a mordu sa tablette tactile, parce qu'effectivement, au point de la casser, hein, parce qu'il n'en pouvait plus. Autre élément qui peut être un indice, c'est effectivement la notion entre guillemets de manque, c'est-à-dire que ce sont des enfants, des adolescents qui vraiment ne peuvent pas passer une journée sans jouer, mais parce que si on leur enlève, effectivement, ils sont en manque, ça provoque des crises, alors qu'effectivement, je ne sais pas ce qu'il en est de votre fils, mais il est probable qu'il peut tout à fait, s'il a des activités sportives ou si le week-end il voit des amis, s'en passer et effectivement avoir d'autres activités. Alors pour autant, évidemment, le fait qu'il ne soit pas addict ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire. Je pense que là, ce qui va être compliqué, c'est de savoir dans quelle mesure il investit ses études. Alors, je ne sais pas si c'est voilà, de quel étudiant il s'agit, si c'est effectivement un étudiant qui est déjà à la faculté ou si c'est ou s'il est encore lycéen, mais a priori c'est plutôt un étudiant donc post-bac. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant, plutôt que de le, puisque vous parlez de l'avoir confronté, plutôt que de le critiquer, de remettre en question son goût pour les jeux, l'idée, ça peut être plutôt d'aborder les choses sous l'angle de ses intérêts. Est-ce qu'effectivement, il a fait le bon choix de cursus, d'études? Est-ce que d'autres études pourraient l'intéresser? Souvent, d'ailleurs, non pas pour remettre en question son choix, mais plutôt pour l'amener à s'interroger lui-même sur ses motivations. C'est ce qui va lui permettre de dire « Ah mais si, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ah bon, ben alors montre-le-moi ». Après, d'une façon peut-être plus concrète, l'idée, ça peut être aussi, non pas d'entrer dans des débats et dans des conflits, mais d'instaurer, puisque je suppose qu'il vit chez vous, un couvre-feu. C'est-à-dire que passé une certaine heure, on coupe la Wi-Fi. Et on n'en discute pas. On instaure la règle quand même, il ne s'agit pas de le prendre par surprise, on instaure la règle. Écoute, dorénavant, puisqu'apparemment seul tu n'y arrives pas, on considère qu'à partir de minuit, je coupe la Wi-Fi ou je coupe l'électricité. Et, voilà, le portable ne fonctionne plus. Lorsqu'un enfant rencontre des difficultés d'apprentissage, est-ce que les écoles Montessori peuvent être une solution ? Alors, c'est vrai que les écoles Montessori présentent beaucoup d'intérêt dans la mesure où elles proposent un apprentissage à la fois adapté à l'âge de l'enfant, adapté à ses capacités, mais également où les choses sont envisagées dans une dimension très ludique. Après, tout dépend de la difficulté de l'enfant et effectivement de son âge. Ce qui peut amener à réfléchir et à prendre le temps avant de prendre sa décision, c'est qu'il n'est pas toujours aisé ensuite pour un enfant ayant développé ses apprentissages sur ce modèle-là, de réintégrer par la suite le cycle ordinaire des enseignements, notamment le collège et le lycée. Surtout si c'est au collège qui réintègre, puisqu'effectivement, il va vraiment entrer dans une dynamique beaucoup plus compliquée d'apprentissage, où là, effectivement, ses intérêts, la dimension ludique ne sera pas forcément prise en compte, et où surtout, il y a donc un mode de fonctionnement très peu individualisé, puisqu'effectivement, comme vous le savez au collège, le nombre de professeurs est beaucoup plus important. Il n'y a pas une seule classe, mais effectivement plusieurs classes pour chaque leçon. Et donc effectivement, ça peut être assez déstabilisant pour un enfant qui aurait effectivement bénéficié d'un apprentissage plus spécifique, plus adapté. Alors, ceci dit, ce qu'on peut souligner, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles publiques qui
qui s'inspire des méthodes Montessori et pour le grand bien des élèves. Mon enfant est en CE1 et travaille très bien. Il aime l'école, mais ces derniers temps, tous les matins, il éclate en sanglots et ne veut pas y aller. Oui. Un autre enfant du même âge que lui, mais dans une autre classe, le harcèle tout le temps. J'ai déjà parlé aux parents, mais c'est toujours pareil. Que dois-je faire? J'ai envie de souligner plusieurs choses, ou en tout cas une chose avant de répondre vraiment à la question, qui est effectivement, je crois que c'est très important, lorsqu'on remarque un enfant qui avait plaisir à travailler, ou en tout cas, lorsqu'on remarque un changement d'attitude ou de comportement chez un enfant, et notamment si ce changement se vient de façon assez soudaine, j'imagine un enfant joyeux, un peu turbulent, qui deviendrait du jour au lendemain, au contraire, plutôt calme, plutôt... ou à l'inverse, un enfant plutôt calme, studieux, qui deviendrait un peu agité, ça peut être important d'éclairer ce qui peut y avoir de sous-jacent. Alors évidemment, il ne s'agit pas à notre tour de devenir, entre guillemets, harcelant en posant 1000 questions, mais t'es sûr que ça se passe bien et il s'est rien passé à l'école. En revanche, d'être assez vigilant à ce qu'il pourrait spontanément évoquer. Vigilant dans ses jeux. Si effectivement dans ses jeux il met en scène beaucoup de conflits ou des situations où un de ses personnages se fait ennuyé ou par un autre groupe de personnages, ou dans ses dessins, ou dans les remarques qu'il peut faire. Voilà, l'idée ça peut être d'avoir la puce à l'oreille. Donc ça c'est plus au niveau de la prévention. Pour revenir à la question, c'est fondamental effectivement que la situation arrête. Il en va à la fois d'une question bien sûr légale, mais également d'une question de développement relationnel de l'enfant. J'ai envie de dire, c'est une bonne chose que d'avoir sollicité les parents de l'autre enfant, et à la fois ça ne suffit pas pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement les parents, même les plus bienveillants, les plus soucieux de la légalité, vont quand même croire leur enfant. Donc si effectivement à la maison leur enfant leur dit mais non c'est pas vrai, j'ai jamais embêté, ou qui justifie ses actions par telle ou telle action de l'autre enfant, naturellement ces enfants vont faire confiance à leur propre fils ou à leur propre fille. L'autre élément, c'est parce qu'effectivement il est davantage du devoir des adultes et notamment des enseignants de gérer les choses, puisque les choses se passent sur le lieu de l'école et pas seulement pour des raisons, encore une fois, légales ou déontologiques, mais aussi parce qu'il est dans la fonction de l'enseignant d'enseigner les relations sociales. C'est-à-dire que j'ai envie de rappeler à nouveau que on va à l'école, bien évidemment, pour apprendre les notions de base, les apprentissages fondamentaux, mais on vient aussi à l'école pour apprendre à être élève et puis, plus tard, à être citoyen. C'est-à-dire que l'école est aussi l'école des relations sociales, des relations avec les autres. Et donc, il est de la mission des enseignants de faire en sorte que dans les cours de récréation, comme dans la classe, se développent des bonnes habitudes. Alors, bien sûr, c'est à nuancer. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on parle d'éducation nationale, il n'est pas de la mission des enseignants de faire l'éducation, j'ai envie de dire, à la politesse et de se substituer aux parents. Pour autant, ce dont il est question, là, ce n'est pas d'éducation au sens celle que prodiguent les parents, mais bien d'éducation civique, qui est une mission de l'école. Et donc, je pense que parallèlement à ce qui peut être aux échanges qui peuvent y avoir avec les parents de cet enfant, de l'enfant qui harcèle l'autre enfant, je pense que c'est vraiment important de solliciter les enseignants, voire le directeur ou la directrice de l'école, parce qu'effectivement, il sera de leur mission à la fois d'être vigilant en récréation ou dans les endroits où ça peut passer, mais également peut-être d'organiser quelque chose qui serait un temps de leçons éducatives, parler effectivement de ce qui est autorisé ou pas dans les relations, finalement détacher, une fois que le problème aura quand même été solutionné par rapport à votre enfant, mais de détacher la question de la question purement individuelle pour en faire effectivement un vrai débat au sein de la classe. Voilà, comment on fait avec les autres, comment on vit avec les autres, qu'est-ce qui est autorisé et interdit, qu'est-ce qui est inadmissible et qu'est-ce qui effectivement fait qu'on peut bien vivre ensemble. À 13 ans, combien d'heures de travail par jour peut faire un enfant au collège?
j'ai envie de vous dire, on ne va pas à l'école pour travailler, ni au collège. En termes d'enseignement, en termes d'apprentissage, la question est un peu vaste parce qu'il y a ce que l'on peut, le temps d'apprentissage et le temps de concentration, qui n'est pas tout à fait le même. Et aujourd'hui, des études assez pointues montrent que les temps de concentration sont effectivement assez restreints. Bien évidemment, ils peuvent se développer. J'ai parlé du développement de la concentration qui se fait par exercice, par jeu. Pour autant, ce qui se dit, c'est que des gens très performants, on dirait des joueurs d'échecs professionnels ou des musiciens ou professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment l'habitude et depuis très longtemps de se concentrer, peuvent avoir des temps de concentration entre 1h30 et 2 heures. Mais je parle de gens effectivement qui sont vraiment entraînés. Chez l'enfant, ce temps de concentration est bien inférieur, et notamment chez les plus jeunes enfants. Donc là, effectivement, on parle d'enfants au collège. Je crois qu'on ne peut pas espérer d'un enfant qu'il soit, ou d'un adolescent, qui se concentre plus d'1 heure. Et donc ça peut être important d'alterner des moments de concentration sur lesquels il va effectivement avoir plutôt des apprentissages faisant appel à la mémorisation, à l'attention, des temps de pause et des temps où effectivement on sera dans des choses peut-être plus pratiques, plus concrètes, comme des temps d'exercice, de devoir, où effectivement on peut mobiliser des fonctions cognitives plus machinales. Alors après, vous donnez un temps global, c'est vrai que les collégiens ont souvent des journées très très longues, et le paradoxe, puisqu'effectivement des fois je recueille l'avis des parents, le paradoxe c'est que lorsqu'ils ont des heures de permanence, souvent les parents s'en plaignent en disant « oh là là, mais de toute façon les profs sont toujours absents, ou il y a toujours des permanences ». Je crois que justement, ça peut être intéressant qu'effectivement une journée de collège ou la journée d'un collégien soit ponctuée par des temps de permanence, parce que ce sont des temps où effectivement il va pouvoir, des temps, je dirais un peu de métabolisation, où il va pouvoir métaboliser, il va pouvoir digérer ce qu'il a appris, et effectivement ça va lui permettre de souffler un peu et de remobiliser ses facultés de concentration. Généralement, les cours sont d'1 heure, ce qui respecte un peu les capacités, j'ai presque envie de dire, maximales de concentration d'un élève. Et lorsqu'effectivement il y a des cours de 2 heures, ou comme ça peut être pour les matières principales, j'encourage les professeurs à faire quand même une pause pour permettre à l'enfant, voilà, de souffler. Ma fille de 6 ans a une phobie d'aller aux toilettes à l'école. Elle se retient parfois toute la journée au point d'avoir des infections urinaires ou des accidents qui la tétanisent également. Avez-vous des conseils? Alors, c'est une question assez spécifique et qui peut correspondre à différentes choses. Dans un premier temps, ça peut être important de revenir sur la façon avec laquelle elle a justement développé son contrôle sphinctérien, ou ce qu'on appelle plus communément dans notre langage, son apprentissage de la propreté. Comment ça a été investi? Parce qu'effectivement, il y a peut-être à ce niveau-là des difficultés particulières, ou en tout cas des choses qui ne se sont pas faites assez, ou en tout cas suffisamment naturellement, pour que cela cristallise peut-être certaines angoisses, certaines appréhensions. L'autre élément indépendant de l'enfant, peut-être effectivement de s'interroger sur ce qui pourrait, enfin indépendant de l'enfant, dont les facteurs ne sont pas que propres à l'enfant, sur effectivement le contexte dans lequel elle peut aller aux toilettes, effectivement. Comment se présentent les toilettes de son école, à la fois bien évidemment la question de leur propreté, mais aussi si ce sont des toilettes communes ou séparées, ça dépend des choses, puisqu'elle est en CP, les toilettes communes, généralement ça s'arrête à la maternelle, mais voilà. Après, il y a un autre élément que j'ai pu rencontrer qui là est plus spécifique et à la fois très intéressant, c'est de faire le lien avec la façon avec laquelle elle a investi les apprentissages. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on demande aux élèves à l'école? Eh bien, c'est de retenir ce qu'on leur apprend. Et finalement, l'enfant, inconsciemment bien sûr, peut tout à fait faire une espèce de synthèse entre les nourritures physiques, alimentaires, et les nourritures spirituelles, les nourritures cognitives. C'est-à-dire qu'effectivement, de la même façon qu'à l'école, il faut qu'il retienne les données, retienne ce qu'on lui apprend, eh bien, il va aussi retenir ce qu'il mange, puisqu'effectivement, c'est un peu du même registre. Puisqu'effectivement, les nourritures psychiques nourrissent le cerveau, comme les nourritures alimentaires nourrissent le corps. D'où l'importance peut-être,
et là aussi sous forme de jeu ou en tout cas d'échange un peu libre, de rappeler à l'enfant qu'effectivement il n'est pas nécessaire de tout retenir. Et que de la même façon, c'est très important, en fait, c'est en tout cas tout à fait naturel d'oublier les choses qui ne sont pas fondamentales, et bien de la même façon, il est tout à fait naturel de rejeter ce dont le corps n'a pas besoin. Alors évidemment, ça peut être associé à des précisions comme effectivement le corps sait tout à fait ce dont il a besoin en termes de molécules, de protéines, de sucre, etc. Sans entrer dans les détails, dire qu'effectivement le corps va retenir ce dont il a besoin pour fabriquer du muscle ou apporter de l'énergie, et que tout le reste, il n'en a pas besoin, donc c'est normal qu'il s'en débarrasse. Et c'est tout à fait normal qu'il s'en débarrasse quand il a besoin de s'en débarrasser, que ce soit à l'école ou à la maison. Et surtout, je crois, faire ce lien avec les apprentissages. Encore une fois, il est naturel d'oublier, et notamment les choses dont on n'a pas besoin. Et de la même façon, il est naturel d'évacuer les choses dont le corps n'a plus besoin. Dernière question. En classe et à la maison, mon fils de 8 ans veut toujours finir les exercices en premier, quitte à bâcler. Je lui explique qu'il peut prendre son temps, mais il continue. Que faire? À nouveau, il est toujours intéressant de faire une petite évaluation, d'éclairer un peu quel peut être le processus à l'origine de ça. Et notamment, quel investissement il a de ses apprentissages. Est-ce qu'effectivement, il adore l'école et donc il est pressé, ou en tout cas il aime apprendre et donc il est pressé et c'est pour ça qu'il fait vite? Ou à l'inverse, est-ce qu'effectivement ça l'ennuie et il se dépêche de terminer pour passer à autre chose et notamment pour jouer? Quoi qu'il en soit, l'idée ça peut être plutôt, et à la fois je ne remets pas en question votre choix, plutôt que de lui dire qu'il a tout le temps pour le faire, je crois que ça peut être de s'autoriser à refaire ensemble pour justement que si le processus en cours c'est je fais vite pour pouvoir passer à autre chose, et bien à ce moment-là on voit ensemble, ah ben tu vois, peut-être que ça a été fait un peu trop rapidement et le résultat est effectivement pas celui qu'on attend, donc nous allons refaire ensemble. Ce qui va lui permettre d'intégrer progressivement l'idée qu'en ayant pris le temps, il ne l'aurait fait qu'une fois et donc, quelque part, il aurait gagné du temps. De la même façon que ça peut être aussi important de lui dire, mais quand tu joues, qu'est-ce qui est agréable? Est-ce que c'est uniquement de marquer le but, au foot ou au rugby, ou est-ce que c'est justement le plaisir de se faire des passes, de courir, Parce que l'idée, ça va être à nouveau de faire le lien entre apprentissage et plaisir d'apprendre, en rappelant effectivement que justement on peut prendre le temps, comme on va prendre le temps de jouer, de s'amuser, on va prendre le temps d'apprendre. Et je pense que c'est comme cela effectivement que des choses peuvent évoluer. Bien, c'était notre dernière question. J'espère que cet échange vous a été instructif, ou en tout cas que cela vous sera profitable. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Doctissimo Maman.